Donc, merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole pour Merci. commenter votre sujet. Merci beaucoup. Mhm. Euh, ok. Ben, merci déjà pour votre invitation et on est Merci. ravis de faire ce webinaire et d'aborder ce sujet qui nous tient à cœur. Et qui tient visiblement à cœur aussi à tous toutes celles et ceux qui se sont inscrits ce soir, malgré une canicule absolument terrible sur Paris et probablement dans le restant de la France également. Voilà, donc on est ensemble pour 1 heure. Donc, nous, on voulait revenir sur un moment particulier dans les violences au sein du couple, qui est souvent on aborde de l'emprise, le contrôle coercitif, les répercussions sur les enfants, les effets du traumatisme de ces violences. Et en fait, il y a quelque chose qui est particulier dans le cycle des violences conjugales, c'est que les études montrent, et puis les gens comme nous qui travaillons sur ces sujets-là, qui interrogeons des victimes pour le tribunal ou dans nos cabinets, en fait, il y a une intensification des violences lors de la période de grossesse. Ce qui paraît pas évident comme ça quand on est un peu novice, d'imaginer qu'un homme, une femme, un partenaire peut être plus particulièrement violent pendant cette période de vulnérabilité du fœtus et de la femme. Et c'est pourtant le cas. Et donc, on voulait présenter un peu des données là-dessus, expliquer pourquoi aussi il y a cette intensification des répercussions, et puis dans l'idée aussi de faire baisser les violences, pour tous les professionnels de santé qui côtoient des femmes à ce moment-là jouent un rôle très essentiel dans le dépistage et le repérage. Et donc, la Haute Autorité de Santé, en 2021, en 2024, a refait des fiches qu'il y a sur leur site, ce qu'on appelle des fiches professionnelles, qui expliquent pourquoi il faudrait, à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle patiente, faire ce qu'on appelle pratiquer le questionnement systématique. Bon, ça, Voilà. voilà, on va y arriver. Voilà, c'est l'heure L'introduction. d'introduction. Autre commentaire là-dessus, le fait que, par exemple, les maisons des femmes ont été construites, elles ont été construites précisément à partir de ce constat-là. C'est que quand on parle de violence conjugale, très souvent, les violences conjugales ont démarré au moment de la grossesse et laissent les femmes dans des détresses majeures. Et le fait de les repérer permet effectivement un soutien beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, pour commencer, on peut rappeler que Muriel Salmona, a beaucoup écrit sur le psychotrauma, rappelle différents éléments. Déjà que de nombreuses études montrent que si la grossesse peut des fois être une période un petit peu plus calme, le plus souvent, c'est le contraire qui se passe. C'est un facteur qui va déclencher chez les femmes enceintes plus de maltraitance de la part de leur partenaire. Et c'est un facteur aggravant aussi si les violences avaient préexisté avant la période de grossesse et cela va empirer. Donc elle dit que pour près de 2 tiers des femmes et avec 4 fois plus de femmes, pardon, j'ai un truc. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai une petite fenêtre qui me gêne. Je vais juste la déplacer. Voilà. Que si les violences conjugales préexistaient à la grossesse, avec une violence qui empire pour près de 2 tiers des femmes et avec 4 fois plus de femmes signalant de très mauvais traitements, des coups, des étranglements, différentes menaces par rapport aux violences conjugales en général. Et ces violences qui s'exercent lors de la grossesse vont avoir de graves conséquences, comme on le disait tout à l'heure, sur la santé physique, psychique de la mère, mais aussi sur celle de l'enfant à venir et sur l'intégrité du lien mère-enfant après la naissance. Et ce d'autant plus que dans la presque totalité des cas, 90%, les violences constituent dans les mois qui suivent, continuent, pardon, excusez-moi, continuent dans les mois qui suivent la naissance et vont aussi beaucoup s'intensifier dans cette période-là post-naissance. Donc on ne parle pas des petites violences, on parle vraiment de violences gravissimes qui sont pénalement répréhensibles, comme vous avez vu. Voilà. Euh, Oui, les oui, femmes qui témoignent et qu'on rencontre notent souvent un changement de leur compagnon pendant cette période.
elles décrivent par exemple un homme qui va devenir méconnaissable comme un monstre, qu'il n'est plus lui-même, ce qui les inquiète beaucoup parce que elles ont l'idée aussi, on en parlera tout à l'heure, que par rapport au cycle des violences, la personne va se reprendre si les violences existaient avant et qu'il va devenir plus calme, il va être père ou mère et donc forcément ça va se, ça va tout changer et l'espoir revient. Mais c'est pas ce qu'elles observent. Elles observent quelqu'un qui peut être très violent alors qu'elles sont enceintes, faire des choses tout à fait terribles, ce qui va beaucoup accentuer cette sidération parce qu'elles s'imaginent pas que pendant cette grossesse, de tels comportements de rage destructrice contre elles et leur ventre, comme elles disent, peuvent émaner en fait de leur comportement. Voilà. Mhm. Donc une théorie selon Salmona, une hypothèse, c'est que l'homme violent peut ne pas supporter que sa compagne soit enceinte, que cette grossesse soit non désirée par lui ou qu'elle soit paradoxalement désirée. Cette situation peut générer chez lui une grande angoisse qu'il va s'autoriser à calmer par des conduites dissociantes, où il va disjoncter, s'anesthésier en étant violent. Bon, ce qui peut représenter une autre partie d'un séminaire qui est de, mais nous, on s'occupe pas des auteurs. Pourquoi chez les auteurs ou des personnes qui travaillent avec des auteurs qui souvent eux-mêmes ont pu être des enfants maltraités, cette période-là et provoque ces comportements extrêmement violents. Ouais, une des raisons, effectivement, là-dedans, c'est le fait que pour ces personnes et ces compagnons-là, leurs femmes ne s'occupent plus de la même manière de eux, mais sont plus tournées vers elles-mêmes ou sur l'enfant à venir, et donc, on va dire, ils se sont délaissés. Ce qui n'est pas du tout une justification de la violence, mais c'est Mm. effectivement ce qui fonctionne comme ça. On pourrait dire un peu qu'il y a un problème aussi pour trianguler, c'est-à-dire de deux, on passe à Oui, trois, c'est et il ça. y a quelque chose qui se passe en Et eux, pour eux, qui ne fonctionne pas. qui n'est plus voilà, qui Ouais. fonctionne plus, qui est plus Mm. supportable. Donc, ce qui fait que le nouveau-né va être en danger aussi. Le fœtus reste en danger, mais le nouveau-né peut être en danger aussi, parce que la violence qui a démarré pendant la grossesse euh, continue dans la plupart des cas et peut aussi le concerner, le nouveau-né lui-même directement. À travers des comportements divers. Donc, on peut avoir des accidents, le bébé peut être victime effectivement de jets, de coups, y compris dans les bras de la mère. Enfin, les pleurs de l'enfant peuvent aussi susciter la violence du compagnon violent ou du nouveau père violent, ce qui a évidemment des conséquences. Qui développe ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Chez un bébé, la mémoire traumatique est quelque chose de totalement enfoui et qui va donner lieu à ce qu'on appelle un attachement insécure à la personne violente. Donc, c'est un long processus à développer également à long terme. Donc, Salmona rappelle que ces enfants ont plus de risques d'être victimes d'accidents où eux-mêmes ne font pas attention à eux, ou peuvent ne pas ressentir la douleur, donc se mettre beaucoup plus en danger, de là des accidents beaucoup plus importants, donc des troubles du comportement, des comportements agressifs vis-à-vis des autres enfants, et bien évidemment, il y a une augmentation des conduites agressives à l'âge adulte et des conduites à risque, À conduite l'adolescence. délinquante à l'adolescence, voilà. Euh, et puis, évidemment, in fine, on peut avoir des enfants qui, eux, peuvent reproduire à nouveau des violences conjugales. Il ne faut pas sous-estimer, effectivement, les violences, l'importance des violences entre la naissance et les premières années, de la vie, de l'enfant. Alors, Voilà. pourquoi on pense qu'il y a besoin ben, de ce dépistage? Parce que, comme on vient de le dire, ben, lorsqu'une femme est enceinte, c'est une période où elle est très vulnérable, particulièrement vulnérable, qu'il y a ces intensifications dans cette période, le début ou l'intensification des violences, que ça crée un bouleversement psychique pour elle, avec aussi la mise en place
de mémoire traumatique avec des amnésies traumatiques, et une projection dans la parentalité, l'arrivée de l'enfant, qui va renvoyer aussi des fois à sa propre histoire, qui peut être elle-même compliquée. Donc il y a une espèce de transparence psychique qui se passe, qui fait que beaucoup de choses peuvent remonter. Et comment dirais-je, pour le coup de cette vulnérabilité, l'emprise va être d'autant plus renforcée. Oui, le couple vulnérabilité-emprise, ça fonctionne, c'est un piège Mm. absolument redoutable. Et la vulnérabilité produite par la grossesse est extrême, hein, parce que c'est un état psychique différent d'emblée et aussi plus la grossesse avançant. Donc là, effectivement, l'emprise, elle est à son maximum. Donc, ce à quoi il va falloir être attentif quand on aura dépisté des violences, c'est que ça va pas s'arrêter à la naissance de l'enfant et que ça va, si ça s'est intensifié, ça veut dire que ça va continuer. La fréquence ou l'intensité peuvent encore augmenter à partir de la naissance de l'enfant. Euh, donc, ce qu'on avait dit un peu, c'est qu'on pense que le conjoint, une partie du problème, c'est que peut ne pas supporter la perspective d'une tierce personne dans le foyer, que la femme ne soit plus toute attentive à lui, notamment s'il y a eu aussi des violences avant et la mise en place de l'emprise et des règles à la maison, et que la femme se décentre de lui pour se tourner sur elle-même et sur l'enfant. Donc, par exemple, on peut avoir nous, dans nos expertises ou chez nos patientes, on voit beaucoup des personnes qui expliquent que plus elle avançait dans la grossesse, moins le partenaire en fait à la maison. Elle doit se taper les courses, le ménage. Le monsieur se met au chômage ou en arrêt maladie. Enfin, des choses qui paraissent un peu impensables et en fait qui se produisent. Et par exemple aussi plus de violence sexuelle, c'est-à-dire que malgré l'inconfort de la grossesse, l'emprise aussi va passer par un peu la tyrannie à travers le contrôle du corps et des relations sexuelles pour forcer à la personne d'avoir des relations sexuelles avec le partenaire. Et en effet, pourquoi c'est un état vulnérable? Parce que quand cette situation se présente, la personne enceinte peut moins et moins apte en fait à se défendre, tant physiquement parce qu'elle porte la vie que psychiquement parce qu'elle va être complètement choquée et sidérée par les comportements de la ou du partenaire. Qui n'est pas attendu, bien évidemment. Voilà. Pour les sages-femmes, nos collègues sages-femmes qui ont fait des statistiques et qui travaillent beaucoup auprès de futures sages-femmes ou de sages-femmes pour les former à faire ce questionnement systématique, des études qu'elles ont menées ont montré des conséquences directes des violences lors de la grossesse et on va remarquer que il va y avoir une augmentation chez des femmes victimes de violences. On remarque plus de grossesses pathologiques, des traumatismes et des lésions physiques qui affectent la grossesse, une augmentation des fausses couches, ce qu'on appelle une hyperémesis gravidium, c'est-à-dire enfin, des troubles de perte de poids, de nausées, de vomissements très importants, la naissance prématurée de l'enfant, ou aussi le dépassement d'accoucher après un dépassement de terme, de l'hypotrophie du nourrisson, du diabète, des, de la tension trop haute, excusez-moi, plus d'accouchements par césarienne. Il faut avancer, je pense. Donc, il y a plus aussi de violence, de grossesse non désirée. Ça, on va dire que si avant de tomber enceinte, il y avait déjà des violences conjugales, dans les violences conjugales, bon, ça mérite aussi un grand séminaire, mais évidemment, il y a le contrôle du corps de la femme et de la sexualité, et l'homme qui peut tout contrôler jusqu'à la contraception. Donc, certaines femmes, dans, on va dire, le secret de consultation, peuvent confier que elles ne souhaitent pas du tout cet enfant qu'elles attendent. Mm. Sachant que la grossesse non désirée est souvent une violence en soi. Donc, c'est au moins un désaccordage Mm. entre les conjoints, voire pire, largement pire, et ça amène des interrogations, on n'en peut finir pour la femme qui porte
un enfant pour lequel la grossesse n'avait pas été désirée. Et Voilà. comme tu disais tout à l'heure aussi, si la grossesse est à terme, ça va poser des questions sur les liens d'attachement Ouais. que cette femme peut avoir avec ce nourrisson, avec aussi peut-être des risques de maltraitance ou d'abandon ou de troubles psychiques chez cette femme qui Mhm. accouche et qui ne Mhm. souhaite pas se retrouver dans ce lien avec Mhm. son enfant. Mhm. Évidemment, on trouve aussi beaucoup plus de demandes d'IVG dans cette situation de violence conjugale. Ok. Le fœtus est en danger lui aussi. Allez, je te Voilà. laisse. Mhm. Oui, on fait un peu un listing comme ça Mhm. pour passer rapidement pour ça. Mhm. Voilà, ça, on peut vous laisser le lire. En fait, Oui. évidemment, comme on vous avait expliqué, nous, on voit beaucoup dans nos évaluations que des hommes peuvent, ou des femmes peuvent se montrer particulièrement violents sur le corps de la femme, alors que le bébé, le fœtus est dans le ventre du premier mois au dernier mois. Et donc, en effet, ça peut provoquer un grand danger, pour le fœtus. Mhm. Donc, dans cette situation, on va dire que cette femme, elle peut se retrouver de plus en plus instrumentalisée par son partenaire. On retrouve l'augmentation aussi de violences verbales, morales, des humiliations, des disqualifications quand elle va accoucher, beaucoup de disqualifications dans ses compétences maternelles. Elle allait, elle ressemble à une grosse vache, elle allait pas, faudrait allaiter, elle est trop grosse, son enfant braille tout le temps, ça dérange tout le monde. C'est-à-dire que les stratégies de l'auteur peuvent continuer aussi après la grossesse avec beaucoup de violence verbale, ce qui va en fait aggraver, on va dire, les troubles psychotraumatiques et cet état aussi de dissociation chez la femme qui est comme sous un continuum constant de violence physique, sexuelle, morale pendant cette période de grossesse et après l'accouchement. Sachant que les violences verbales sont une préparation aux violences physiques. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux violences physiques, mais en règle générale, Mm. les violences verbales sont cette préparation. On n'a pas suffisamment rendu hommage aux violences économiques et les femmes laissées seules, sans argent, sans soutien, devant s'occuper du nouveau-né, voire de l'enfant plus grand. Bon, on en a entendu parler plus souvent qu'on Mm. ne le voudrait vraiment. Voilà. Donc, oui, allons-y sur les conséquences psychiques qui sont toujours malheureusement tristement les mêmes. C'est-à-dire, on est sur les conséquences d'un psychotraumatisme dès lors qu'il y a des violences physique lors de la grossesse, il est évident qu'il y a un psychotraumatisme chez la femme parce que la sidération est trop importante, la terreur est trop importante, la peur pour soi-même, la peur pour le fœtus est trop importante. Donc on est très précisément sur la situation du traumatisme qui est que on a peur de mourir ou on a peur pour, pour le bébé. Donc, bah, avec toute la symptomatologie que vous avez vue, et conséquences de la violence, des conséquences du psychotraumatisme pour la personne, c'est qu'effectivement, on est en difficulté pour la construction d'un lien mère-enfant solide, pour différentes raisons. Ce sont des mères qui souvent investissent très fortement l'enfant et surinvestissent pour compenser la violence du compagnon, mais on trouve toujours ces difficultés de s'interroger soi-même, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? C'est une grande difficulté, la perte de repère et la confiance en soi-même. Et ça, ce sont deux choses qui sont très compliquées parce que les mamans sont les interprètes des contenus psychologiques des enfants. Et quand on perd ses repères et qu'on a peur d'être un mauvais parent, on n'ose plus, on ne pense plus pouvoir faire ce job d'être l'interprète des contenus psychologiques de l'enfant. Du coup, l'enfant, lui, peut être stressé ou elle est stressée pour donner les soins à l'enfant.
Et puis évidemment, bah, toute la question des difficultés de l'allaitement, de toucher, de contact, etc. Et donc, voilà. Et puis la dépression, c'est le lot derrière, parce que qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire? Mm. Ah, Alors, Béatrice. en fait, comme le C'est temps parce qu'on n'a passe, pas beaucoup de temps, le donc on y temps passe va très TGV. vite. Ce qu'on peut peut-être, on va pas pour parler peut-être directement du questionnement. On a rappelé un peu la définition des violences conjugales. Tu peux avancer. Oui, oui. Le type de violence Donc, ce qui conjugale existe. qui existe. Et donc, ces violences-là, on va dire, comme on l'a dit avec Karine, si elles préexistaient avant, elles vont beaucoup s'intensifier. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on questionne. Ça, c'est le cycle des violences. Donc voilà, on évoquait le fait que quand on voit des personnes, ce qui est important, c'est aussi de voir à quel moment du cycle on les rencontre. Voilà. Bon, tu peux C'est bon? avancer à l'autre slide. On avait mis aussi, mais comme le temps tourne, les stratégies de l'agresseur pour que vous puissiez voir, peut-être aussi donner des pistes pour interroger, demander un peu comment, vous allez le voir dans des questions tout à l'heure, comment se comporte la personne, est-ce qu'il a l'habitude de retourner la culpabilité contre vous, est-ce que la personne se sent isolée, est-ce qu'elle est proche de sa famille, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pendant la période du grossesse ou avant, le fait de beaucoup, beaucoup isoler la personne de contact, de relation. Est-ce que tu peux avancer? Euh, euh, Et donc là, on peut un peu passer dessus les prochaines. C'est un peu ce qu'on a déjà dit, le fait voilà, qu'on voulait, je pense, appuyer auprès de vous, le fait que c'est vraiment une période d'extrême stress d'être victime de violences enceintes et que ça a beaucoup de répercussions tant sur la mère que sur le fœtus et le nourrisson et aussi quelque chose, nous, qu'on voit beaucoup dans nos hmm, séminaires, enfin, les formations plus grandes qu'on fait avec vous, le fait que, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de voir sa figure d'attachement malmenée, violentée, et les conséquences aussi que ça va avoir plus tard, au final, dans les futurs liens d'attachement amoureux, par exemple, de l'enfant, même déjà tout bébé qui est exposé à des attaques telles sur sa figure d'attachement. On peut avancer. mhm. Donc, comme on Voilà. disait, les recommandations de la HAS, quand on parle de questionnement systématique, c'est le fait que quand on est un soignant, on va systématiquement, quand on a une nouvelle personne en face de nous, poser la question des violences, c'est-à-dire demander chaque fois à la personne qu'on commence à rencontrer si elle a été, il ou elle a été victime ou est victime de violence ou a été victime de violence au cours de sa vie. Et donc l'HAS en 2020-2023 a émis des recommandations qu'on trouve sur le site en disant que justement comme la clinique nous montre cette augmentation et intensification des violences de la part du partenaire pendant la période de grossesse, il est recommandé vraiment de pratiquer systématiquement ce questionnement durant cette période de vie. Et d'expliquer pourquoi on le fait. Et d'expliquer évidemment Mhm. pourquoi on pratique ainsi dans notre cabinet ou dans notre service. Mhm. Je te laisse faire l'interview. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Donc l'idée, effectivement, de ce questionnement systématique, bah, il est multiple. Justement, de rompre la honte et la culpabilité, de rompre la sidération qui va avec le côté inouï des violences conjugales pendant la grossesse, de pouvoir donner à la femme enceinte des clés en main, plus de possibilités pour trouver des solutions et sortir du piège de la violence pour elle et pour l'enfant. Et effectivement, le fait de reconnaître et d'entendre que ça peut exister et que ça n'est pas de sa faute, ce qui est en train de se passer, c'est fondamental pour une aide, une reconstruction, une prévention, voilà. Et puis, bien évidemment,
Prévenir la répétition. Merci, vas-y. Voilà. Les recommandations de la l'HAS, ça c'est un copier-coller de la fiche, donc je vous laisserai le lire tranquillement, où ils Mhm, expliquent un peu en long, en large, le fait de comment dépister. Donc en fait, ça se prépare si on l'a jamais fait, de comment on va... euh, faut un peu anticiper comment on va faire ce questionnement, en fait, mhm, comment on va s'organiser, quel contexte, comment ça va être, est-ce qu'il faut que ce soit calme. mhm. Il faut évidemment que Que si la la femme soit reçue personne, seule, la femme soit reçue seule, des même si fois, elle parle pas français. même si elle ne parle pas français, avoir, parce que ça peut être souvent la stratégie de oui, mais je vais rentrer parce qu'en fait, Elle parle pas. elle parle pas la langue. Donc, c'est des choses aussi pour dépister. Si on travaille aussi dans des milieux où on peut avoir accès à des femmes qui ne maîtrisent pas le français, c'est deux choses en fait à anticiper pour pas que l'auteur potentiel rentre dans la conversation. Mhm, Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de faire ça, on voit que le questionnement fait ses preuves, c'est-à-dire on va plus prévenir, protéger mhm, la mère et l'enfant. mhm. C'est pas une intrusion même si on questionne l'intimité. Et Que la puis, violence, et pardon, puis c'est une façon de créer bien. un lien entre le soignant et la personne, réellement. En tout Ouais, cas, c'est vrai que la femme, si peut-être au premier abord, elle va pas oser vous le dire, le fait qu'on ait créé cette ouverture, lorsqu'elle en aura besoin, elle sait que vous serez prêt, prête à l'écouter. mhm. La violence aussi, c'est quelque chose qui n'est pas clairement identifié chez les personnes, surtout s'il y a beaucoup de violence psychologique. Les personnes vont pas... Imaginent que être une femme victime de violence, c'est quand on est tapé tous les jours. Il n'y a pas Oui, forcément mais de... ça, c'est le cycle de la Voilà, violence. c'est le cycle de la violence, c'est aussi la représentation. Mhm, Ça permet de rappeler la loi, d'éviter la mhm, répétition de l'histoire traumatique, de croire évidemment la victime, de pointer la responsabilité de l'auteur, et aussi que cette révélation, elle peut entraîner un sentiment d'impuissance, mais il faut que vous, de votre côté, vous ayez préparer, quand on veut faire du questionnement automatique et systématique, tout votre réseau et votre outillage pour, une fois avoir reçu ces propos, comment on va vers mhm. qui, La comment on démarche, va ouais. réorienter la personne, avoir des avocats, des avocates, la liste des associations, connaître aussi le circuit dans le département, la ville que vous habitez, quel est le schéma départemental qui a été mis en place pour accompagner les victimes. Évidemment, des liens avec le commissariat paraissent Mhm. très utiles. La suite? Ouais, oui, voilà, c'est Donc, on a des mis, exemples de pour vous montrer un phrases. peu des Mhm, exemples de phrases qu'on donne en formation, de comment on peut commencer un peu à questionner, parce que souvent, si on dit à la personne, est-ce que vous êtes victime de traumatisme, est-ce que vous êtes victime de violence, comme on l'a dit, les personnes vont vous dire non ou vont protéger, ou vont pas oser. Donc, c'est d'approcher un peu le sujet petit à petit euh, pour commencer à pouvoir repérer si cette nouvelle personne, nouvelle patiente qu'on a en face de nous, potentiellement est victime avec son nourrisson, et si elle a déjà des enfants, pendant cette période, elle est victime de mhm. violence. Alors, il est 6h moins 20. Ouais. Est-ce que on a, voilà, On avait mis voilà, les des outils, outils les pour le liens, vous dépistage? pouvez aller Mhm. voir, et aussi un questionnaire si tu peux avancer, Théodore. Voilà, le violentomètre que vous Ouais. connaissez, qui est gratuit, qui est comme une règle, et on peut l'utiliser pour parler avec les femmes. En fait, ça va du vert à l'orange au rouge. C'est des choses comme est-ce que on t'a déjà fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Et la personne, si elle pense qu'elle peut vivre des violences, c'est un outil qui aide à parler avec la personne, qui va pour le coup se représenter concrètement si elle est dans le rouge ou dans le vert dans sa relation avec le partenaire Et ou la puis, ça partenaire. permet de savoir que d'autres ont créé ce violentomètre parce qu'on n'est pas seul. C'est toujours un peu la même Mm. chose, hein. Ouais. La suite? Une des dernières Voilà, le slides, c'est un questionnaire. questionnaire qui Mhm, avait été fait, le WAST, qu'on vous a proposé. mhm. C'est un peu les mêmes questions de savoir comment on essaye un peu de faire parler la personne de sa relation aujourd'hui avec son partenaire Mhm. ou sa partenaire. Bah, il est -20, donc comment dire, on peut continuer bien évidemment et on peut continuer On longtemps, peut prendre 5 minutes, ouais, mais, si vous voulez. mais je Parce que crois qu'il y a un certain nombre de questions qui Oui, Ouais. sont
qui passe D'accord. là. Donc, c'est peut-être mieux Peut-être d'arrêter. tu peux Oui, rappeler deux trucs de la loi quand même qui oui, sont si tu veux, importants. oui, bien sûr. En fait, Oui, la femme qui est enceinte, elle est majeure, mais elle est considérée par la loi comme une majeure vulnérable parce qu'elle est enceinte. Donc, en tant que soignant, on peut faire un signalement au procureur de la République s'il y a des violences avérées et qu'elle n'arrive pas elle-même à se protéger. Et puis, si tu peux mettre la slide suivante, en fait, quand on a un réseau, qu'on travaille autour de ça, il y a des mesures de protection urgentes qui peuvent se déclencher quand on signale une situation une situation, excusez-moi, de violence, quand la femme est enceinte, et notamment de sécuriser le domicile, de pouvoir interpeller l'auteur ou l'autrice de des violences. violence, Mhm. aller dans des lieux sécurisés, ce qu'on appelle la mise en sécurité le temps que l'enquête se fasse, ou aussi ce qu'on fait à la Maison des femmes de Saint-Denis, qui est dans l'hôpital de La Fontaine, c'est-à-dire d'hospitaliser aussi cette personne avec son nourrisson, enfin Ou en futur, étant enceinte, oui. en étant enceinte, parce que ça représente des risques majeurs d'être violentée durant cette période. Et puis après, on va dire, pour finir, bah, c'est là où nous on fait nos évaluations, où Oui. nous on travaille avec tout un réseau aussi d'associations, d'avocats, de mise en rapport aussi avec des psychologues de commissariat, parce qu'évidemment, bah, après chacun a un rôle à jouer et doit rester à sa place. Et donc il y a tout un réseau, une construction de réseau Qui doit se faire. voilà. Mhm. On a mis aussi une grille importante ouais, qui est l'évaluation du danger. En fait, euh, ce sont des choses en fait nous qui nous permettent, c'est des grilles utilisées par la police, de savoir à quel niveau on doit agir par rapport aux violences que la personne peut décrire. Donc, dans l'évaluation du danger qui nous est tous commune dans nos professions, le fait d'être menacé de mort, des tentatives de strangulation, la présence d'armes à domicile, les idées suicidaires, les antécédents de l'agresseur, la consommation de produits, la vulnérabilité font partie des critères que l'on doit tous aussi avoir en tête quand quelqu'un, au dossier de manière générale, nous révèle, que ce soit un mineur ou un majeur, qu'il est en danger chez lui, on va dire, dans sa situation familiale. Voilà. Oui, absolument. Cette ouverture à se constituer son réseau de soutien et d'aide. Oui, Merci beaucoup pour votre présentation. On a pas mal de questions. Là, justement, j'en relevais une sur les mères qui semblent un peu sans affect autour de la situation de violence. Elle peut dire qu'elle s'inquiète sans donner d'éléments. Euh, oui, Est-ce Posture que de tu peux défense. arrêter le partage d'écran comme ça Oui, bien sûr. Oui, pardon. Hop là. Voilà, c'est mieux. merci. Mm. Voilà. Euh, donc la posture de défense, c'est le côté un peu désaffecté qui rend du coup le dépistage difficile. Donc, comment faire dans ces situations si on est face à quelqu'un qui se montre un petit peu sans affect? Justement, ça peut être un élément Alors, le défaut d'inquiétude. d'affect, c'est probablement un signe effectivement d'une problématique de violence important. Sinon, on a des réactions plutôt empreintes d'affect, où les personnes disent non, non, il n'y a pas de violence à la maison, ça va. Et puis, si on redemande, mais on est désolé, on ne veut pas euh, intruser, on pose cette question parce que euh, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a des réactions affectives. Mais une absence d'affect importante est signe probablement signe d'une problématique. Voilà. Donc, si on peut, il faut essayer de s'y mettre à plusieurs reprises. Voilà. Moi, ce que je rajouterais, c'est que dans l'idée de faire du questionnement systématique, c'est l'idée que peut-être que la personne va dire non, peut-être qu'elle est dans une période de lune de miel, mais en fait, pour une patiente, le fait de savoir que son soignant s'intéresse à ça, ça veut dire qu'au moment où elle est prête, elle pourra venir vous parler. Mm, En fait, il faut aussi se dire que des fois, ça peut être dans un mm, temps très court où la personne va être très vite soulagée, dire ah, quelqu'un qui comprend, ou ça peut prendre beaucoup de temps. En effet, bah, elle peut être sans papier, privée de ceci, de cela, complètement sous la dépendance de l'auteur ou de l'autrice.
Donc, elle va pas de suite dire oui, je suis en danger. Mais c'est faut imaginer, en tant que se mettre à la place de la patiente, se dire, ah ben, tiens, si on parle de ça, ça veut dire qu'on renvoie le message à l'autre que nous, on sait traiter de ces questions-là si elle veut nous en parler. Mhm. Mais préparer le terrain, c'est effectivement une notion Oui, extrêmement là. importante Mhm, mhm. dans les relations de soins, pour ces problématiques-là qui, on le sait, peuvent prendre beaucoup de temps parfois pour que la demande d'aide puisse émerger, quoi. Oui. Vincent, est-ce que tu... Oui, alors on a une question qui est revenue qui était est-ce que ces processus violents se retrouvent dans les couples lesbiens quand une mère, quand l'une des mères est enceinte? Ben oui, Et- en fait, alors la question du questionnement systématique, c'est qu'on ait une femme qui soit homosexuelle ou hétérosexuelle, on va poser la question des violences conjugales. Donc, mais ce que tu dis là, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est un peu invisibilisé au final, la violence dans les couples homosexuels. Voilà. Alors, il n'y a C'est, pas réellement de statistiques et on ne voilà. sait pas si c'est plus que d'habitude ou moins que d'habitude. Voilà. Et donc, moi, je pense, moi, par exemple, dans ma pratique où je reçois des victimes de violences conjugales, mais toi aussi, il y a des couples homosexuels. Et en effet, on remarque que c'est des personnes qui vont moins aller déposer plainte, qui vont moins oser aller raconter des choses, qui ont peur de comment on va recevoir ça à la police. Moi, je sais que j'ai une de mes patientes donc, qui a été victime de violences sexuelles et sa partenaire l'a violée. Et donc, d'avoir eu des réflexions du genre, mais comment en fait une femme, elle peut violer une autre femme? Voilà. Et donc, on sait aussi que les hommes et les femmes homosexuels, transsexuels, prostituées, sont des populations, si je puis dire, du fait de subir de l'homophobie, de la transphobie, vont beaucoup moins aussi aller déposer plainte. Donc, en fait, sûrement, évidemment, qu'il y a beaucoup de violences dans cette population. Mais on n'a pas de réelles statistiques aussi parce qu'il y a cette peur d'être mal reçu, Mhm. d'être mal compris, comprise. Ouais, D'autres questions? merci. Est-ce qu'on sait statistiquement s'il y a une prévalence des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance? Oui, Oui. il faut aller regarder les chiffres du CFCV, le collectif féministe contre les viols. Donc, les femmes victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance ont un risque 5 fois plus élevé d'être victimes de violences conjugales et les femmes victimes de violences physiques, un risque 3 fois plus élevé que la moyenne de la population française. Hmm. Donc, faut vous reporter aux statistiques du CFCV. Et Oui, c'est après, pour ça que la prévention est si importante et le fait d'aider à sortir de ce carcan est si importante en fait. Hmm. et puis ce qu'on a dit tout à l'heure dans les études de Salmona, mais toutes les études qui préexistent, c'est aussi que le fait d'avoir été, ben, si on revient au début de la vie, le fait d'avoir été et évolué dans un climat fort violent, ça multiplie les risques de répétition de schéma à la fois en étant auteur ou en étant victime. Hmm. Donc c'est quelque chose de très circulaire en fait. Hmm. Il faut travailler à tous les moments de la vie pour combattre les violences au final. Hmm. Hmm. Et est-ce que ces violences, justement, sont plus fréquentes lorsqu'il s'agit d'une première grossesse? Moi, je dirais que quand on fait des évals, je sais pas toi, mais je trouve que quand une femme est en couple et que il y a la première grossesse, on pourrait dire désirée qu'arrive, parce qu'on a vu qu'il y a des grossesses pas désirées. Il y a vraiment l'imaginaire que le mec il va se calmer ou la copine va se calmer parce que bon ben il va devenir père. Je me suis dit qu'il allait se reprendre en main, qu'il allait arrêter de boire ou arrêter d'être violent, trouver un boulot. Donc la personne elle est aussi baignée dans toutes ces représentations qu'on a culturelles que Mhm. c'est un moment assez idéal. Et donc comme on l'a dit au final je ne sais pas s'il y a plus ou moins de violence, mais ça a un effet extrêmement sidérant sur la femme de voir que le ou la partenaire va augmenter les violences. Donc ça inaugure, on va dire, que quand il y a d'autres grossesses, il y aura d'autres violences. Mhm. Voilà, mais c'est quelque chose qui est extrêmement sidérant de Mhm. se retrouver euh, extrêmement violenté pendant cette période parce que Ouais. ça vient fracasser plein de représentations en fait. En règle générale, quand il y a un couple violent, ça commence tôt.
À moins qu'il y ait un événement particulier dans la vie du couple, c'est-à-dire que le compagnon soit tombé malade ou ait eu un accident grave ou des choses de cet ordre-là qui ont amené des comportements, un arrêt de travail avec une alcoolisation majeure, des choses comme ça. Donc, quelque chose qui fait coupure dans la vie du couple, sinon ça commence très tôt, en réalité. Voilà. Un enfant qui n'est pas encore né n'est pas reconnu comme individu de droit. Les conséquences sur son développement sont-elles prises en compte après la naissance? Qu'en est-il des interruptions de grossesse à cause des violences dans le cadre de la justice? Oh là là, c'est beaucoup. Alors, la première partie, c'est quoi? C'est les... Un, un enfant qui n'est pas encore né n'est pas reconnu comme un individu de droit. Les conséquences sur son développement sont-elles prises en compte après la naissance? Alors, moi, j'ai un cas que je peux vous citer qui s'est passé pendant le confinement où on faisait des évals, où la personne était à quelques semaines de l'accouchement, où il y a eu beaucoup de coups sur le ventre. Et donc, il y a une comparution immédiate de l'auteur. Donc, dans ces cas-là, comme on ne sait pas évaluer encore quels seraient les impacts sur le développement de l'enfant à naître, il y a, alors ça porte un nom, peut-être, je ne sais pas s'il y a des avocats ou des juges qui nous écoutent. En fait, la question de l'expertise de l'enfant est restée ouverte, vous voyez, pour savoir s'il y avait des préjudices sur l'enfant à naître dans les 2, 3 premières années de la vie. Voilà. Donc c'est possible de, c'est reconnu au final, vous voyez, comme, comme un individu à part entière et d'évaluer une fois qu'il sera né, il ou elle, s'il y a eu des dommages sur son cerveau ou sur Mhm. ou créer des handicaps futurs. Et Mm. l'autre partie, j'ai pas bien compris là. Pardon. Qu'en est-il des interruptions de grossesse à cause des violences dans le cadre de la justice? Alors ça, je sais pas. Nous, je pense qu'à la Maison des Femmes où il y a le planning familial, c'est à ce moment-là, en fait, quand il y a aussi des demandes d'interruption de grossesse, de savoir ce qui se passe, d'interroger. C'est-à-dire dans la justice, ça veut dire que quelqu'un déposerait plainte, c'est à la mère de déposer plainte si elle estime qu'elle a été forcée à une IVG en raison des violences conjugales. Oui, Je ne c'est suis une pas plainte globale. sûre que ça ait pu être jugé jusqu'à maintenant. En Mm. fait, ça fait partie, ça peut pas D'un être, ensemble. ouais, ça fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que Oui, quand vous êtes interrogé par la police, on vous pose la question des oui, violences sexuelles, la personne peut dire, ou du contrôle coercitif qui vient oui, d'être noté dans la loi, et on peut dire, ben, mon compagnon, ma compagne, ne veut pas que je prenne la pilule, par exemple, et à chaque fois me force à aller avorter. En fait, ça fait partie de comportements qui maintenant sont notés dans la loi de comment on évalue l'emprise et le contrôle coercitif Hmm. sur la victime. Mais ça c'est un comportement contrôlant, en fait, oui, d'avoir le contrôle bien sur sûr. le corps de Oui, l'autre. oui, oui, Donc ça note la notion d'emprise extrême oui, et de contrôle extrême sur le propre oui. corps. Son corps ne lui appartient plus, ça. Hmm. Les règles appartiennent qu'à l'auteur. Oui, il faut aller sur le domaine de l'emprise Contrôle et du contrôle coercitif. coercitif qui est pris en compte par la justice Aujourd'hui qui est aujourd'hui. très demandé Ouais, dans les expertises ouais, qu'on de explique le vulnérabilité. contrôle de la vulnérabilité, les Mm. évis qu'on Mm. fait, de parler de ce contrôle coercitif. Parce que souvent, les IVG, pour une majorité de femmes, c'est un moment où elles sont face à une situation potentiellement traumatique, mais souvent utilisent cet événement pour réorganiser leur vie. Donc, c'est une des conséquences des IVG lorsqu'on n'est pas dans des situations traumatiques avec la violence conjugale. Par contre, effectivement, dans un certain nombre de situations, quand il y a des IVG à répétition et notamment avec le même père, là, effectivement, cette question du contrôle coercitif se pose. Hmm. Ok, merci beaucoup. Avant de passer à peut-être une dernière question, je voulais juste revenir sur un point qu'évoque une personne dans le chat, Amandine, qui dit, si je puis me permettre, il me semble important de dire que les statistiques ne sont pas les mêmes au sein des couples homosexuels en vérité, ce qui ne veut pas dire que les violences sont inexistantes, car il y a dans la violence conjugale un rapport de domination qui s'effectue selon un continuum social patriarcal en lien avec le genre, homme sur femme, et en lien avec l'âge, adulte sur enfant. L'ouvrage La culture
culture de l'inceste évoque beaucoup ces sujets au besoin. Donc, la culture de l'inceste qui est sous la direction d'Iris Bray et Juliette Drouard. Bah, ouais. Voilà, ça me semblait Mm. important de souligner ce qu'elle évoquait là. Merci pour votre remarque, Amandine. Oui, 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 Précision oui. sur les dimensions statistiques. Mm. Bien, peut-être une dernière question sur le violentomètre. Vous avez évoqué cet outil. Quelles recommandations sur son utilisation? Est-ce qu'un affichage dans les salles d'attente ou des choses comme ça? Enfin, comment vous pensez vous proposez de l'utiliser? Ben, moi, je trouve, je travaillais en cabinet privé quand je travaillais à la Maison des femmes. Et puis, on avait décidé avec mes collègues avec qui on partageait le cabinet privé de laisser dans la salle d'attente différentes choses, des affichettes du 3919, des violentomètres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de commencer à le mettre en distribution et puis de voir à quel niveau ça disparaît. Hmm. Voilà. Et en tout cas, ce que ça veut dire aussi, c'est que si on affiche la plaquette du 3919 ou les violentomètres, ça veut dire aussi qu'on dit quelque chose de comment on se positionne dans notre cabinet. Est-ce que c'est un lieu où on peut recevoir et entendre ça? Mais c'est un indice très intéressant. Nous, on voyait disparaître au fur et à mesure les choses. Voilà. Après, l'utiliser, ben, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, c'est que des fois, des personnes qui vivent des violences ont l'idée qu'elles sont pas, ils ou elles ne sont pas des victimes de violences parce qu'elles s'imaginent qu'il faut être battu tous les jours. Et donc, dans la situation où ça arrive des fois, où il y a beaucoup, ou presque essentiellement des violences psychologiques, les personnes ne se représentent pas comme étant ce qu'on appelle une victime de violence. Vous voyez? Donc, voilà, c'est l'utilisation du violentomètre, il est intéressant. On ne peut pas le présenter là plus longtemps, mais de voir un peu toutes les notions qu'il y a dessus. Il y a différentes notions et donc les personnes, ça leur permet de mieux se représenter comment ça se passe dans la relation avec leur partenaire. Où on se situe, ouais. Où on se situe, où elle se Mm. situe, où ça se situe cette relation. Ok. Ok. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Dernière question, on s'arrête là peut-être C'est une dernière. Il y avait une question. Oui, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a une évolution de la jurisprudence dans le cas où il y a séparation de conjoints suite à des violences conjugales, quant à l'obligation des mères de présenter leur enfant à l'agresseur, la garde du père, Ah, même si bravo. même si cette Bravo. présentation de l'enfant comporte un risque pour la mère et pour l'enfant, en on cas de peut rajouter condamnation ou dans le cas d'une procédure en cours. Bravo. On Voilà, peut voilà. rajouter Eve. le cas particulier où en plus, parce que souvent il y a ça aussi, des personnes qui expliquent qu'il y a des violences conjugales, mais qu'il n'y a pas de violence directe sur l'enfant. Ben, c'est toujours le cas. Oui. C'est toujours le cas avec les professionnels des AEMO, de l'AED, qui ne voient pas où sont les problèmes avec le père, Mm. qui est un bon père, qui mettent les gens face à face. C'est-à-dire, on dit, ah ben, en fait, les deux, ils sont violents, qui n'ont Hmm, aucune formation et aucune lecture de différencier la violence et le conflit parental. Donc, en effet, aujourd'hui, on est devant des situations où c'est très, faut vraiment tomber sur un juge des affaires familiales qui est méga ultra qualifié parce que en effet, sinon c'est très compliqué de dire que on aimerait la suppression, pas alors pas forcément totale, mais des choses plus cadrées euh, par rapport au mode de garde du mari violent. Et en effet, aujourd'hui encore, on pense qu'un mari violent peut être un père tout à fait correct. C'est vraiment, je dirais, c'est le fer de lance, en effet, vous avez raison, de Édouard Durand, il faut lire le rapport de la Civise, que c'est extrêmement rare, en fait, de voir des juges qui comprennent quelque chose au fait que ben, un mauvais mari, oui, c'est pas un Oui bon et non. père. Oui et non. Alors, effectivement, cette question, c'est une question à 5, 10 tiroirs hein, en même Voilà, temps. il y a beaucoup d'œuvres. Et ouais, ouais. Et s'il y a un outil, c'est-à-dire si la femme qui est victime de violence se sépare, effectivement, il faut que ça passe par la justice s'il y a des violences, quelles que soient les violences avérées. Et c'est pour ça qu'il y a besoin effectivement du repérage systématique, parce que c'est important aussi que les professionnels puissent faire des écrits derrière. Et il est important que soit utilisé un outil qui est vraiment très utile, c'est l'ordonnance de protection.
Et à la suite des violences, et notamment de violences pendant la grossesse, la femme peut demander une ordonnance de protection. Donc le fait qu'elle ne soit pas approchée, elle, et pas Et non plus l'enfant. pas non plus l'enfant. Donc, et éventuellement, au pire, passer par des visites médiatisées, c'est une bataille, c'est certes, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui est très efficace, l'ordonnance de protection. Mais c'est un grand, grand, long sujet. Vous Ouais. avez raison, Ernestine René, tout ça. C'est un grand, grand, grand sujet. Le fait aujourd'hui d'arriver à penser en France que un mauvais mari ne peut pas être un bon père. Quelqu'un, on pourrait le dire autrement, quelqu'un qui attaque votre figure d'attachement, qui la démolit. euh, Comment dirais-je, qui fait ça à l'enfant, enfin, nous, on va pas finir sur des histoires horribles, mais je veux dire, c'est quelque chose d'effroyable pour un enfant. Donc après, quand il est présenté à son père, c'est compliqué aussi. Pourquoi on parle de ça? C'est qu'après, l'emprise, elle va continuer à travers l'enfant, à travers la relation que le père a avec l'enfant, pour continuer l'emprise, le contrôle coercitif sur son ex-femme. Donc, ce sont des questions là qui sont un peu soulevées en ce moment, mais c'est Ils très. ont, On aimerait en bien effet. sûr, ça amène à ça. Voilà. Et en effet, pour nous, c'est pour ça qu'on veut parler aussi des questions de la violence pendant la grossesse, parce que si on arrive à les détecter à ce moment-là, ça veut dire que ça va être plus simple après pour la femme d'avoir une autorité plus totale et d'avoir moins de. L'emprise sera moins importante à travers l'enfant. Et c'est un facteur pour nous qui est très aggravant, vous voyez, de taper dans le ventre alors que le nourrisson est en train de se développer. Enfin, il y a aussi un côté où c'est un facteur assez aggravant dans le comportement des auteurs, autrices à cette période-là. Quand on Merci arrive à beaucoup. les dénoncer précocement, oui. On va peut-être devoir s'arrêter du coup parce qu'on a Oui, Voilà, faudrait dépassé, faire mais évidemment, quelques un- c'est minutes, ça. mais on va. Non, On mais va on est essayer désolé de aussi pour ces mais non, deux mais interruptions, parce que Oui, c'est c'est pas... c'est la chaleur, on a bien compris. Ah oui, Merci c'est à vous pour, merci de cette votre présentation, ce invitation. temps d'échange. C'était extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Merci à vous deux. Pour juste ouvrir, donc vous, je crois que vous avez une formation avec la PPEA sur ce sujet qui aura lieu, excusez-moi, je reprends mes notes. Alors, sur les victimes 13, des 13 et 14 novembre. traumatismes. Oui, pardon, 13 et 14 novembre sur effectivement l'accompagnement psychologique d'enfants victimes de Oui. traumatisme. Voilà, mais du coup, c'est quand même un petit indirectement lié. Très bien. Et Voilà. pour les rendez-vous des webinaires, là, on arrive effectivement en vacances, donc on vous souhaite des bonnes vacances d'été à tous et à toutes. Et on se retrouve à la rentrée en septembre prochain pour notre septième saison des webinaires. Voilà, Voilà. Oui, au plaisir de vous y retrouver tous et toutes. avec plaisir. Absolument. Bon été, Et sur un nouveau site internet que vous découvrirez là bonne dans semaine. les semaines à venir, les jours à venir presque, Oui. voilà, où du coup vous pourrez toujours, voilà, seront publiés les nouveaux webinaires à venir et Mhm. tout ça. Bon. Ça va un Les peu bouger. replays, les PDF, des PowerPoint, etc., etc. Voilà. Merci Et vous infiniment. retrouvez évidemment le PowerPoint de ce soir en ligne sur la médiathèque de la PPEA, ainsi que le replay qui sera en ligne dès demain. Et Voilà. celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez les voir pour la formation, effectivement, sur les enfants victimes de traumatisme et leur charge Merci. sur le site. Merci Elsa, Merci à merci tous. Karine. Merci Bonne Vincent, soirée à merci tous. Victor. Au revoir.